Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai l'honneur de présider la soutenance de Madame Derland Sema. Le sujet à traiter est l'impact de la motivation des enseignants sur le rendement scolaire, ce qui me fait penser aux dernières discussions de la soutenance précédente. Donc, le rendement scolaire des élèves des premiers cycles et deuxième cycles du fondamental durant l'année académique 2024-2025, cas des écoles de Halte-Jolibois, commune de Fond-des-Blancs, département du Sud en Haïti. Alors, je préside, mais il y a l'encadreur, je pense qu'il est là, l'encadreur, n'est-ce pas? Gabriel, tu es là? Gabriel Saint-Louis. Oui, je suis Célimène. Très, très bien. Je suis. Et le docteur, très bien, et le docteur Providence qui est là et que je vois. Donc, si vous permettez toujours, pour éviter de perdre du temps, je demande immédiatement à la candidate de prendre la parole pour 10 minutes seulement. Merci. Néerlande, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers camarades, bonsoir. Je réponds au nom de Néerlande Sema, étudiante finissante en administration de l'éducation à l'Institut universitaire des sciences. Cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de recherche portant sur motivation et rendement scolaire, dont le sujet est ainsi formulé: impact de la motivation des enseignants sur le rendement scolaire des élèves du premier et deuxième cycle fondamental durant l'année académique 2024-2025, cas des écoles de Haute-Jolibois, commune de Fond-des-Blancs, dans le département du Sud d'Haïti. Pour mener cette recherche, j'ai travaillé sous la direction de M. Gabriel Saint-Louis, et je profite de cette occasion pour lui remercier pour sa disponibilité et son support durant ce travail, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu. Ma présentation s'organise de la manière suivante: la mise en contexte de l'étude, la problématique, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus et enfin la conclusion. Le rendement scolaire constitue un indicateur important de la qualité de l'éducation. Il dépend de plusieurs facteurs, dont la motivation des enseignants, qui influencent leur pratique pédagogique et leur engagement. Cette recherche part d'un constat fait sur les différences de résultats dans les écoles de Haute-Jolibois, ce qui a conduit à analyser le lien entre la motivation des enseignants et le rendement scolaire des élèves. Ainsi, l'étude vise à répondre à la question suivante: dans quelle mesure la motivation des enseignants influence-t-elle le rendement scolaire des élèves du premier et deuxième cycle fondamental dans les écoles de Haute-Jolibois dans l'année académique 2024-2025? Pour répondre à cette question, l'hypothèse retenue est qu'il existe une relation significative entre le niveau de motivation des enseignants et le rendement scolaire des élèves. À partir de cette question et hypothèse, l'objectif général de l'étude est d'analyser l'impact de la motivation des enseignants sur le rendement scolaire des élèves. Spécifiquement, il s'agit d'identifier les facteurs qui influencent la motivation des enseignants, d'examiner son lien avec l'engagement des élèves et d'évaluer son influence sur les résultats scolaires. Cette recherche s'appuie principalement sur la théorie de l'autodétermination développée par Deci et Ryan, selon laquelle la motivation dépend de 3 besoins fondamentaux, à savoir l'autonomie, la compétence et la pertinence. Selon cette théorie, quand ces besoins sont satisfaits, les enseignants ont tendance à développer une motivation et un engagement plus élevé dans leur travail. Cette étude utilise une approche mixte, à la fois quantitative et qualitative. Elle est aussi descriptive et explicative, car elle décrit le niveau de motivation des enseignants
et analyse son influence sur le rendement scolaire des élèves. La population étudiée comprend les enseignants, les élèves et les responsables scolaires dans la localité de Hadjolibois, commune de Fond-des-Blancs, avec un échantillonnage de 48 participants, parmi lesquels il y avait 2 directeurs d'école, 16 enseignants et 30 élèves. Pour collecter les données, un questionnaire a été administré aux enseignants et aux élèves, complété par des entretiens réalisés auprès des enseignants et des responsables et des observations suivies de l'analyse de documents scolaires afin d'approfondir les informations recueillies. Après la collecte des données, celles-ci ont été analysées selon 2 approches. Pour les données quantitatives, on a utilisé les statistiques descriptives afin de présenter les tendances générales des résultats, ainsi que le coefficient de corrélation de Pearson pour mesurer le lien entre la motivation des enseignants et le rendement scolaire des élèves. Pour les données qualitatives issues des entretiens et observations en classe, une analyse thématique a été réalisée afin d'identifier les principaux thèmes et éléments explicatifs. Les résultats indiquent que la motivation des enseignants est globalement satisfaisante, car les moyennes obtenues pour les différents indicateurs évalués sont toutes proches de 5, ce qui témoigne d'un niveau de motivation relativement élevé chez certains enseignants. Elle est principalement influencée par certains facteurs comme la formation continue des enseignants qui s'élève à un pourcentage de 93,75% et le plaisir d'enseigner, la reconnaissance professionnelle et l'engagement envers les élèves ont chacun un pourcentage de 87,50. Cependant, certaines contraintes comme les conditions de travail, les matériels pédagogiques et la rémunération représentent des sources de démotivation selon les dires de certains participants. Les résultats donnés montrent que 66,67% des élèves présentent un niveau élevé, tandis que 23,33% ont un niveau moyen et 10% un niveau faible, avec une moyenne générale de 7 sur 10 et un écart type de 1,59. Le rendement scolaire des élèves apparaît globalement satisfaisant avec des variations modérées entre les performances individuelles. Et ces résultats montrent que la majorité des élèves présentent un bon niveau d'engagement dans leur apprentissage, même si certains rencontrent encore des difficultés. L'analyse à l'aide du coefficient de corrélation de Pearson a permis d'évaluer le lien entre la motivation des enseignants et le rendement scolaire des élèves. Le résultat obtenu est un coefficient de 0,95. Cela indique qu'une motivation élevée des enseignants est associée à un meilleur rendement scolaire des élèves. En guise de recommandation, cette étude suggère aux autorités éducatives de renforcer la formation continue des enseignants, d'améliorer leurs conditions de travail, de mettre à leur disposition de matériel pédagogique adéquat, ainsi que valoriser la profession enseignante. Cette recherche avait pour objectif d'analyser le lien entre la motivation des enseignants et le rendement scolaire des élèves. Les résultats ont permis d'identifier les principaux facteurs de motivation et de confirmer l'hypothèse grâce au coefficient de corrélation de Pearson, qui est bien 0,95, indiquant ainsi une relation positive forte entre les 2 variables étudiées. Toutefois, cette étude présente certaines limites. D'une part, la taille réduite de l'échantillon limite la portée des résultats obtenus. D'autre part, le fait que la recherche ait été menée uniquement dans les écoles de Hadjolibois restreint la possibilité de généraliser les conclusions à d'autres établissements ou contextes scolaires. Comme perspective, cette étude ouvre la voie à de nouvelles recherches qui pourraient être réalisées dans d'autres établissements scolaires et dans différentes zones géographiques. Ces futurs travaux permettraient d'élargir l'échantillon, de comparer plusieurs contextes scolaires et d'obtenir une meilleure compréhension du lien
entre la motivation des enseignants et le rendement scolaire des élèves. C'est ainsi que s'arrête ma présentation. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre écoute et l'intérêt accordé à ce travail de recherche. Encore une fois, merci. Très bien, Néerlande. Je te remercie pour cette présentation orale que je trouve très, très, très bien faite, bien réussie, avec un souci de bien s'exprimer, de hausser le ton pour qu'on entende bien ta diction. Hein. Je te félicite pour ta prestation orale. Hein, tu as été très clair et ton exposé était très clair. En oral, très bien. Alors, bon, j'ai des remarques à faire, mais avant de passer à mes remarques, notamment sur le titre, on dirait un paragraphe. Le titre est trop long. Le titre est trop long, très très long, trop long. Il faut trouver des titres beaucoup plus synthétiques qui tiennent sur une ligne. Hein. Et puis, mais je dois dire aussi, en dehors de ta prestation orale, tu as quand même fait l'effort pour essayer de, comment je veux dire, essayer de respecter les règles de présentation des mémoires de l'IUS. Hein, tu as fait un effort et on voit bien que tu as tout fait pour respecter les règles, ce que certains contreviennent très largement. Hein, donc là aussi, je dois te féliciter à travers ton travail de vouloir respecter les règles. Avant d'aller plus loin, je vais passer la parole au rapporteur qui est le docteur Providence. Le docteur Providence, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue du jury, Monsieur Gabriel Saint-Louis, pour son travail d'encadrement. Merci à l'étudiante pour son exposé et je partage l'avis du président. Elle a été en tout cas très audible. Hein? Et puis, oui, on comprend la volonté de bien faire ressortir les éléments fondamentaux de son travail. Donc, j'apprécie beaucoup. Et, bon, sur la forme et sur le fond, on va devoir questionner le travail et pousser l'étudiant à nous répondre pour voir d'une certaine manière sa maîtrise de son sujet. D'abord, il y a encore des fautes. Hein? Tout le monde va me dire finalement que il y a toujours des fautes. Fautes d'orthographe, fautes de syntaxe. Donc, je t'invite à corriger comme les autres, à relire. Et vraiment, c'est important, c'est très utile hein, de le faire ou même de donner à quelqu'un cette mission-là, de copier cette mission-là. Il y a des fautes, il faut vraiment pouvoir nettoyer. D'accord? Et puis, il y a d'une certaine manière, si je prends le résumé, bon, je trouve que le résumé est trop dense, d'accord? Bon, il y a des fautes aussi, il faudra corriger dans le résumé. Et puis, il faudra préciser brièvement ce coefficient voudrait dire. Il faut être prudent hein, avec ce coefficient de 95% hein, ou du moins de 0,95. Ok, bon, peut-être c'est dû à la taille de ton échantillon, mais il faut quand même être modeste et au moins, c'est vrai que quand tu parles, tu présentes avec beaucoup de vigueur, mais le travail de recherche doit être plus nuancé que ça, d'accord? Et puis, bon, dans ton introduction, je trouve que l'introduction, il y a des paragraphes qui sont trop longs. Hein. Il faut vraiment apprendre
à aérer le texte. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour quelques étudiants. Ils n'arrivent pas à aérer le texte. Ils veulent tout mettre dans un paragraphe, on dirait que c'est un bloc, et puis on balance tout, et le lecteur va se débrouiller. Non, il faut faire attention. Bon, au niveau de la problématique, il faut présenter les éléments locaux, parce que c'est pour ça qu'on a dit que le sujet doit être clair, précis, concis et faisable. Eh bien, pareil, la question de recherche doit être également claire, précise, etc. Donc, on peut dire, par exemple, est-ce que l'étudiant a pu observer, des signes concrets de faiblesse ou d'inégalité de rendement scolaire à Jolibois, Jolibois. Bon. Est-ce que on a, voilà, donc il faut préciser les choses parce que tu travailles pas sur, voilà, tu travailles sur un lieu précis. Aussi, la question de recherche doit être précise. Il faut, pour cela, quand tu vas clarifier ta question de recherche, tu vas préciser davantage ta question de recherche, ton hypothèse va être plus précise. Parce que si je dis comment est-ce que ça se passe à tel endroit donné, la réponse va être à tel endroit donné, voilà ce qui va se passer. Donc, je t'invite aussi à revoir, à clarifier ton hypothèse, à préciser ton hypothèse. Au niveau de ton introduction, tu as présenté un échantillon, tu as dit, tu as annoncé un échantillonnage aléatoire simple, alors que tu parles de 2 écoles. Donc, il faut, parce que de toute façon, visiblement, c'est par rapport à leur accessibilité, à leur disponibilité, et pourtant, tu parles d'échantillonnage aléatoire simple. Il faut vraiment comprendre les choses et ne pas s'amuser à dire, entre page 2 et 3, à ne pas annoncer quelque chose de son contraire à la fois. Okay. Alors, tu as bien présenté une définition de la motivation, j'aime bien, d'accord, mais je trouve que tu as voulu, au final, tu as juxtaposé les auteurs. Donc, il faut à chaque fois, quand on utilise la pensée des auteurs, oui, selon un tel, il y a ça, mais il faut aussi, par rapport à ton sujet, par rapport à ton travail, montrer ce que ça apporte. C'est très important de le faire pour situer ton travail dans la littérature en question. Il y a une tentative, oui, tu as fait une tentative d'expliquer la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Je trouve que c'est utile. Mais toujours dans ton introduction, est-ce que tu aurais pu, en tout cas, proposer un exemple concret, d'accord, par rapport à ton travail, dans le contexte d'études, ce serait très bien d'ajouter page 5, par exemple, un petit paragraphe pour, je disais l'introduction, mais c'est le chapitre, et on est déjà au niveau du chapitre. Donc, pour renforcer tout ça. Et puis, oui, tu as bien choisi la théorie, bien l'autodétermination, ok, oui, mais il faut opérationnaliser, alors, parce que oui, tu as choisi, mais dans l'autodétermination, il y a des éléments qui pourraient expliquer cela, que la théorie aurait pu t'apporter. Autonomie, compétence et appartenance sociale. Tu vois, donc il faut aussi, à partir de là, identifier des indicateurs.
Mais quel indicateur? Rappelez-vous bien, dans le cours de méthodologie, j'avais montré aux étudiants comment faire un tableau d'opérationnalisation. Ça aurait été bien d'avoir dimension, indicateur, voire indice si tu as des questions fermées. Donc voilà, donc ça manque un peu. Si tu pouvais remédier à la situation, ce serait bien. Alors, autre élément, tu as identifié les facteurs qui influencent la motivation. Hein? Mais est-ce que tu ne peux pas ajouter un petit tableau de synthèse, d'accord, qui présente les facteurs internes, les facteurs institutionnels, les facteurs matériels, les effets attendus sur les pratiques pédagogiques. Donc, ce serait vraiment un élément pour renforcer ton travail si tu pouvais le faire. Et je compte sur ton directeur peut-être pour t'aider à aussi faire le nécessaire, d'autant plus qu'il y aura l'enregistrement. Autre élément, bon, tu as parlé de rendement scolaire, hein, mais je t'invite dans ton travail à distinguer les indicateurs, parce qu'il y a des indicateurs quantitatifs, d'accord, par exemple moyenne, réussite, redoublement, hein, et il y a des indicateurs qualitatifs, engagement, participation, par exemple, compréhension. Voilà, donc, il faut vraiment faire la part des choses et bien présenter le rendement scolaire à la lumière de ces deux groupes d'indicateurs. Aussi, sur ton modèle conceptuel, donc la section par ici, elle est intéressante, importante même, hein, mais il faut ajouter un petit schéma très simple qui présente motivation des enseignants, ce qui implique pratique pédagogique ou qui tend vers pratique pédagogique, et ensuite engagement des élèves pour aller vers ce qu'on appelle le rendement scolaire. D'accord, un petit schéma pourrait vraiment ajouter de la valeur à cette section. Bon, pour la revue de littérature globalement, je pense que c'est comme pour tout à l'heure, je pense qu'on a assez de publications, il y a eu de masse critique sur ce sujet-là. Pour trouver des documents scientifiques sur Haïti, ça manque un peu, hein, dans ton travail. Je trouve que les études empiriques traitant de la motivation des enseignants existent, hein, par exemple, dans les revues scientifiques à l'US, il y a des publications, hein, mais tu n'as pas été prendre connaissance de tout ce qui existe pour renforcer ton travail. C'est dommage, mais si tu peux, pour vers la fin, trouver un ou deux papiers qui sont publiés déjà et qui peuvent renforcer ça, sur le plan empirique, ce serait très bien pour ton travail. Bon, la méthodologie est globalement, la méthodologie globalement est cohérente. Hein? Je suis déjà au niveau de ton deuxième chapitre. Il y a certainement la description des deux écoles, mais tu restes de manière générale, comme pour tout à l'heure, ta camarade de tout à l'heure, il faut ajouter des éléments factuels, des données factuelles pour montrer les choses. Par exemple, effectif approximatif des élèves dans chaque école. Donc, il faut mieux décrire le nombre de classes, statut, hein, et bien entendu, niveau concerné, ressources disponibles. Donc, je pense que tu peux renforcer cette présentation-là des deux écoles pour permettre à quelqu'un qui ne connaît pas comme moi, hein, ce quartier, ce territoire, mais que la personne puisse comprendre exactement ce que tu as pu faire, ce que tu as voulu faire. Donc, ta démarche est hypothético-déductive, ok, tu as bien mentionné ça, mais il faut clairement
montrer ou expliquer comment l'hypothèse testée, hein, par quel indicateur de motivation. Je ne parle pas de ce score que tu as pu noter. Donc, il faut aussi présenter les données sur les rendements, hein, les données de rendement scolaire pour justifier, pour montrer que l'hypothèse est bien vérifiée à la lumière de ces données. Donc, il faut bien clarifier la méthode d'échantillonnage, d'accord? Parce que tu as les directeurs et les enseignants. Bon, certainement, tu ne les as pas sélectionnés de la même manière. Donc, comment tu as fait pour sélectionner enseignants, directeurs d'école qui participent à l'enquête? Donc, il faut préciser vraiment, est-ce que pour cela, tu as pris un échantillonnage raisonné, d'accord, ou est-ce que tu montes dans le groupe? Donc, ce serait bien de clarifier ça pour faciliter la compréhension. Bon, tu parles d'entretien, tu parles d'observation, d'accord, mais il y a très peu de références, hein, dans ton texte, très peu de références. Donc, il faut dire le nombre d'entretiens que tu as réalisés, la durée des entretiens, les personnes interrogées, les thèmes du guide d'entretien, la manière dont les observations ont été finalement menées, ont été consignées également. Donc, tu vois, donc il y a un effort à faire pour clarifier les choses et renforcer 2-3 paragraphes pour préciser davantage les choses. Déjà, on est à la page 17, la page 18 surtout. Il faut vraiment préciser quel type. Par exemple, quand tu parles de données documentaires, OK, il faut préciser exactement quel type de données. Tu parles de quoi? Quel document scolaire que tu as utilisé? Est-ce que tu parles de bulletins scolaires, les registres des notes, les moyennes des classes? Quels sont les éléments? Tu les as, mais dans ton texte, ça n'apparaît pas clairement. D'accord? Donc, il faut vraiment faire l'effort. L'analyse quantitative est annoncée. D'ailleurs, tu es très fier, tu as utilisé coefficient. Mais il faut, pour ce coefficient, justement, avec un petit échantillon, puisque l'échantillon est très, très limité statistiquement, bon, on doit faire attention. Hein? La corrélation indique une association. Ce n'est pas une relation de causalité en réalité. Hein? Donc, c'est ça aussi, il faut réviser cette partie-là pour utiliser le vrai jargon et dire les choses proprement. Donc, il faut être très précis, hein, présenter les catégories, même dans l'analyse qualitative, il faut être précis, présenter les catégories thématiques, hein, comment tu as fait pour analyser les données, hein, est-ce que tu as traité, est-ce que tu as fait une grille d'analyse thématique, etc., donner des enseignants, donner des directeurs, comment tu as fait pour les analyser et puis les utiliser dans ton travail. Donc, tu vois, il y a vraiment un effort de clarification au niveau méthodologique à faire pour vraiment étoffer ce travail. Donc, je t'invite aussi à revoir tes tableaux, en tout cas les illustrations de manière générale, parce que des fois, les colonnes ne correspondent pas, il n'y a pas toujours les mêmes motifs. Bon, je t'invite vraiment à faire ce nettoyage, OK? Et à la page 24, par exemple, tu as la moyenne, tu as l'écart type, mais tu n'as rien expliqué. Il faut expliquer. Il faut expliquer la moyenne, il faut expliquer l'écart type, il faut expliquer l'échelle. Par exemple, sur quelle échelle sont-ils calculés?
d'accord, quelle valeur correspond à toujours, parce que quand tu as toujours, c'est quelle valeur que tu donnes, tu vois. Donc, il y a une clarification à faire pour rendre ton travail encore plus pertinent. Donc, dans les discussions, les facteurs de motivation et la discussion, par exemple, la discussion, elle est pertinente, hein? Mais il faut quand même lier ces facteurs aux réponses qualitatives des enseignants et des directeurs d'école. Dans l'analyse, on voit bien, c'est comme si tu tombais du ciel, alors que tu as les éléments pour pouvoir relier tout ce qui, quand on parle de motivation, les facteurs de motivation, mais par rapport aux réponses des enseignants, aux réponses des directeurs d'école, qu'est-ce que toi-même, tu peux nous, en tout cas, tu peux de ça. Donc, c'est important. Donc, vérifier les tableaux, le contenu des tableaux également, puisqu'on a dit clairement des écarts. Hein. Bon, alors, j'aimerais attirer ton attention sur le coefficient. Hein, parce que Denis, ferme ton micro, Denis, s'il te plaît. Denis, ferme ton micro. Très bien. Quand on va à la page 32, par exemple, tableau 9, hein, il y a le calcul du coefficient, mais il faut l'expliquer parce que c'est, voilà, pourquoi 12 enseignants seulement sont retenus alors que ailleurs, tu parles de 16, hein, 16 réponses. Hein, j'aimerais bien t'écouter là-dessus. Comment tu as calculé le score finalement, hein, à chaque fois? Quelles classes correspondent, hein, quelles sont les classes, quelles classes correspondent à chaque enseignant? Ce serait bien de préciser, parce que statistiquement, c'est bien joli d'introduire des éléments, mais il faut que ça ait du sens. Hein? Par exemple, tu as la valeur 0,95. Hein, je trouve que R égale à 0,95, d'accord, je trouve que c'est très élevé. Hein? Est-ce que tu peux discuter ou tu as intérêt, hein, d'une certaine manière, à discuter des limites? Est-ce que par rapport aux limites, est-ce que c'est pas parce que l'échantillon est petit, hein, trop petit même? Est-ce qu'il n'y a pas de biais, hein, de mesure, absence de contrôle des variables, etc. Ou par exemple, au niveau socio-économique, hein, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas, tu n'as pas intérêt à avoir, je ne sais pas moi, une variable de contrôle, quoi, hein, socio-économique, même, voilà. Donc, je ne sais pas, mais ces résultats-là, j'invite vraiment à faire attention avec ces statistiques, ces coefficients, en tout cas ces données, parce que il me semble il y a une explication qui pourrait montrer pourquoi c'est aussi élevé. Je trouve que c'est 95, 0,95, c'est très, très élevé. Bon, dans ta conclusion, pour vraiment terminer, il y a plein de répétitions. Et c'est comme si les étudiants, ils se passent le mot, ils répètent plein de choses. Donc, je t'invite à tout simplement rappeler les éléments de base, objectifs, principaux résultats, les limites, les recommandations et les perspectives pour boucler ta conclusion. Il faut éviter les répétitions inutiles. Alors, la bibliographie, donc, c'est le style à part. Je fais confiance à ton encadreur pour t'aider à respecter ça, tant sur le plan des citations dans le corps du texte et la bibliographie, puisque ce n'est pas aux normes. Et puis, attention aux fautes dans la bibliographie. Hein, c'est très nuisible. Alors, Monsieur le Président, je vais poser deux petites questions. Est-ce que l'étudiant peut nous dire clairement, hein, les recommandations
qu'elle proposerait au directeur des deux écoles? Ça, c'est la première question. Par rapport à tout ce qu'elle a passé en revue, son travail, quelles seraient les recommandations concrètes qu'elle pourrait proposer au directeur d'école? Et deuxième question, je ne vais pas l'embêter sur le coefficient, le calcul et tout. Et donc, je préfère lui demander, par exemple, pourquoi avoir choisi la motivation des enseignants comme variable principale d'explication du rendement scolaire. Je reprends. Pourquoi tu as choisi la motivation des enseignants comme variable principale d'explication du rendement scolaire? Donc, autrement dit, comme tu as pu faire la jonction entre motivation et motivation des enseignants et rendement scolaire. Voilà, merci, Monsieur le Président. Oui, merci, parfait. Alors, tu devras répondre très vite parce que le temps nous fait la guerre déjà. Mais moi, parce que cette notion de motivation qui a des rendements, des conséquences sur les rendements, pardon, cette histoire de motivation qui a des rendements sur les élèves, je ne sais pas, mais peut-être que c'est valable, peut-être que ça tient la route, mais j'ai du mal à l'intégrer. Hein? À mon avis, même un enseignant peu motivé, je ne dis pas un enseignant qui n'existe pas du tout. S'il n'existe pas, il n'est pas là. Mais un enseignant qui fait juste son cours, qui n'est pas plus motivé que ça, je pense que tu peux avoir de bons rendements aussi avec une autre variable, c'est-à-dire l'effort de l'étudiant, de l'élève, ou l'encadrement à la maison. Tu vois? Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une variable totalement explicative du rendement des élèves. Mais enfin, c'est un autre débat. Par exemple, dans le supérieur, la motivation des profs, on n'en a rien à faire. Un étudiant sérieux n'a rien à faire. Ce qu'il attend, c'est que le prof vienne faire son cours et il entend ce qu'il dit et il travaille. Donc la motivation, mais tu es dans le primaire, dans le secondaire, peut-être que ça joue. C'est pourquoi je ne suis pas catégorique dans mes interrogations. Et puis, dans les deux questions qu'on vient de te poser, est-ce que il n'y a pas lieu de distinguer les recommandations à faire au directeur de l'établissement et les recommandations à faire au ministère? Parce que ça aussi, ça joue. La direction a une influence pour aiguiser la motivation de l'enseignant, mais le ministère aussi a sa part de boulot. Donc, avant de donner la parole à ton directeur de mémoire, j'aimerais que tu répondes à toutes ces remarques-là, Néerlande. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Et pour répondre à la première question, juste avant de répondre aux questions posées, je vous remercie tous pour les remarques faites et je prends note de faire porter les améliorations, les corrections nécessaires afin d'améliorer mon travail. Pour la première question, et en ce qui concerne les recommandations, et comme recommandation, et selon les résultats de cette recherche, il est recommandé aux autorités de renforcer la formation continue des enseignants, puisque les résultats montrent que la formation continue, ou du moins selon les réponses données par les participants, la formation continue a un taux élevé de pourcentage. Cela confirme, bien cela indique que
la motivation et la formation et renforce la motivation des enseignants lorsqu'ils ont la possibilité de participer à des formations continues. Ça peut renforcer leur pratique ou bien leurs compétences, ça renforce leurs compétences. Il devient plus apte à diversifier leurs stratégies afin de mieux accompagner les élèves qui sont en difficulté. Et aussi, autre recommandation, c'est de mettre à leur disposition des matériels pédagogiques disponibles. Parce qu'il y a certains participants qui déclarent qu'il y a l'insuffisance de matériel pédagogique dans leur établissement. Donc, les matériels pédagogiques jouent aussi un rôle important puisque l'enseignant sait qu'il y a des matériels dans l'environnement scolaire. Elle peut utiliser des matériels pour enseigner aux élèves ou préparer leur présentation ou bien leur cours. Ça renforce aussi leur motivation. Et autre recommandation, c'est de valoriser la profession enseignante. Et parce que lorsqu'on valorise la profession enseignante, l'enseignant travaille dans une institution où l'on valorise ce métier-là, on prend en compte les efforts fournis par les enseignants. Donc, ça va renforcer leur motivation parce que lorsque l'enseignant est motivé, il utilise plusieurs stratégies parce que les élèves n'ont pas tous les mêmes niveaux ou bien le même quotient intellectuel. Donc, lorsqu'on varie ces stratégies-là, on utilise plusieurs méthodes, ça peut faciliter ou bien renforcer le rendement scolaire des élèves. Et en ce qui concerne le choix de la motivation et que j'ai choisi dans mon travail comme variable principale, il n'y a pas que la motivation des enseignants qui peut renforcer le rendement scolaire des élèves, mais puisque c'est un facteur qui constitue aussi, et c'est un facteur de motivation. Quand je dis un facteur qui peut susciter le rendement des élèves ou bien susciter les élèves à obtenir de meilleurs résultats, parce que les enseignants ont un contact direct avec les élèves lorsqu'ils sont motivés, même si ce n'est pas la seule chose ou bien ce n'est pas le seul facteur qui compte, mais ça aussi est un facteur qui est important pour renforcer le rendement scolaire des élèves. Alors, il est évident que par imprégnation, par osmose, les élèves peuvent se sentir impactés par la motivation des enseignants. Ça, c'est vrai. Et je te remercie pour ta réponse. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça comme seule variable explicative qui a des résultats sur les étudiants, sur les élèves, pardon. Alors, si tu as répondu à toutes les questions, notamment, il faudrait que tu envisages un titre moins long. Hein? Parce que tu peux donner un titre très court et dans ton introduction, tu expliques les choses dans ton introduction en disant que tu vas te limiter à l'école de Jolibois, telle chose, telle chose. C'est l'introduction qui est chargée d'expliquer un titre ou de limiter le contenu de mémoire. Donc, c'est ton introduction qui devra faire ça, quoi, tu vois. Donc, essaie de trouver un titre moins long. Alors, est-ce que tu avais une autre question du docteur Providence? Non? Tu as répondu à toutes les questions? Je voudrais passer la parole à... J'avais deux questions, c'est bon pour moi. Même si elle va améliorer son texte. Voilà. D'accord. Alors, rapidement, Gabriel, as-tu quelque chose à rajouter? Pas beaucoup de choses, mais quand même une toute petite chose. Tout d'abord, toujours des félicitations. Je félicite Madame Sema pour son assiduité et sa compréhension et sa régularité, sa ponctualité. Et quand elle a rendez-vous avec moi pour une rencontre, et elle arrive toujours à temps. Et si elle a donc
et ça c'est une planche de motivation pour moi. Et parlant encore de motivation, c'est une mémoire assez motivée, très motivée. Et vous avez constaté vraiment que vous avez eu affaire à une mémoire motivée. Elle a su présenter, et je ne dis pas parfait, mais que c'est un voix qui a préparé, qui a conçu le texte. Donc, et je félicite encore Madame Thomas et je souhaite bonne chance à Madame Thomas dans les corrections. Et je dis, je demande à Madame Thomas de suivre les conseils, les recommandations du docteur Providence, et ça va permettre d'aller plus loin et puis d'avoir un meilleur texte et un texte un peu plus potable que ce texte-là. Donc, encore une fois, je remercie Madame Sima et je la félicite aussi. Merci. Parfait. Bon, merci à toi, Gabriel, d'avoir encadré l'étudiante. Et nous, c'est ce que nous voulons, des étudiants ponctuels, sérieux, rigoureux. C'est ce que nous voulons à l'IUS. Tous ceux qui prennent les études à la légère et qui ne sont pas ponctuels, sérieux, nous sommes impitoyables à leur égard. Donc, voilà, nous ne pouvons que féliciter mademoiselle Néerlande Sema pour ça. Alors, Néerlande, as-tu une dernière chose à dire aux membres du jury avant de terminer cette séance? Néerlande, tu es là? Néerlande a des problèmes de connexion. Néerlande, tu es là? Elle a le micro fermé. Ah, Néerlande, ouvre ton micro. Néerlande, peux-tu ouvrir le micro, s'il te plaît? Nous ne voulons pas terminer la soutenance comme ça. Vous m'entendez maintenant? Oui, voilà, maintenant, on t'entend. Oui. Oui. Alors, je voudrais remercier l'Institut universitaire des sciences, ou du moins le staff du décanat, pour la qualité de formation fournie aux étudiants. Et je veux dire que ces 2 années passées à l'Institut universitaire étaient très bénéfiques pour moi, et en particulier, je peux dire pour les étudiants de Côte de Fer. Je remercie mon encadreur pour sa disponibilité et ses conseils pertinents tout au long de cette recherche. Et je ne vais pas laisser la plateforme sans remercier l'institution où je travaille. Je me permets de citer son nom. C'est bien l'institution chrétienne La Semence à Hadjolibois, dans la commune de Côte de Fer. Je vous remercie tous d'être présents à ma présentation. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions pour la qualité de ton expression et bonne chance pour le reste. Hein, je déduis que tu as été l'un de nos recrutements des Zénith. Tu reviens des Zénith, c'est bien ça, Léon.